Donc, les stratégies d'éco-conception, ça sous-entend aussi à partir de quand on considère qu'un produit est éco-conçu. Est-ce que ma stratégie que je vais appliquer dans mon produit, elle est suffisamment intéressante pour dire que le produit est éco-conçu et le revendiquer tel quel? Donc là, je vais vous montrer en fait un graphique qui vous montre qu'en fait, il y a éco-conception et il y a éco-conception. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'éco-conception qui sont de l'ordre du facile, de ce qu'on peut mettre en place rapidement, qui ne vont pas bouleverser trop le produit, qui vont certes avoir des améliorations environnementales, mais peut-être minimes. Et puis, on peut aller jusqu'à des propositions de stratégie qui vont dans des innovations de rupture. Et là, vous allez voir, il va falloir vous projeter pour dire jusqu'où ça peut aller si on commence à réfléchir à la performance environnementale des produits. Et ben, on va peut-être créer des produits complètement différents. Et ça va peut-être pas vous faire rêver. On va voir ce que ça peut donner. Donc, le premier niveau d'éco-conception, c'est une amélioration progressive du produit, incrémentale. On est surtout sur une vision réduction des coûts. On va essayer d'avoir cette logique-là de réduction de coûts. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'une entreprise qui a supprimé la cartonnette autour des yaourts. Voilà, donc c'est assez facile. Grosso modo, on supprime une machine dans la chaîne de production et puis c'est parti, on a fini, on n'achète plus de carton et puis on voit ce que ça donne par rapport à ça. Alors, on a vu sur cet exemple-là, parce qu'Activia a été le premier à faire ce genre de choses, Danone et Casino d'ailleurs, sa marque distributeur également dans la foulée. Pour la petite histoire, Activia, quand ils ont lancé ça, c'était l'été, alors je me souviens plus de l'année exactement, c'est il y a 5 ou 6 ans, je crois. Ils ont enlevé donc le fourreau carton, le suremballage de du pack de 4. Il y a eu, c'était au mois de juillet, au mois de septembre, ils étaient à moins 15% des ventes. Et à la fin de l'année, ils sont arrivés à plus 5, tout simplement parce qu'il y a eu une rupture effectivement dans le rayon, l'habitude du consommateur, qui n'avait plus le même yaourt, et le même visuel. Donc il y a eu une baisse immédiate, mais ça a été rattrapé très très rapidement. Et ils ont développé les ventes et ça a entraîné le marché, parce que la plupart des concurrents ont suivi derrière avec une absence de fourreau qui a je sais pas, vous le savez sans doute, une incidence emballage carton qui est énorme. Donc ensuite, on peut passer sur d'autres réflexions, se dire, une pizza, souvent, elle est vendue de façon ronde, mais on met ça dans une boîte carrée, et en termes de logistique, on perd beaucoup. Et du coup, se dire, une pizza carrée, finalement, c'est possible à réaliser pour la mettre dans une boîte carrée, et du coup, on perdrait un peu moins de place sur ça. Alors, le problème, c'est qu'on rentre aussi dans quelque chose, le fait d'avoir du rond, ça permet de dire ok, c'est artisanal, c'est etc. Dès qu'on va être dans quelque chose de très carré, de logistique optimisée, etc. Du coup, quel est le sens qu'on donne dans le produit? Et il peut y avoir des réflexions là-dessus. Là, par exemple, pour vous donner un jambon sans couenne, mais qui est pas forcément expliqué. Et en fait, on peut se rendre compte que la couenne, le fait de le retirer, peut avoir plusieurs avantages. Pour l'industriel, ça peut avoir des gains en logistique parce que du coup, on gagne ce centimètre sur l'emballage, multiplié par des millions d'exemplaires. Vous pouvez voir ce que ça peut donner sur des camions, dans des cartons et en termes de logistique, et notamment en termes de plastique acheté pour l'emballage. On peut aussi dire, finalement, la couenne, je vous la vends pas. Je vous vends pas de la couenne, je vous vends que du jambon, et argumenter ça, et c'est le sens qu'on peut donner dans le produit. Et en plus de ça, moi, la couenne que vous allez jeter chez vous et que vous allez rien en faire dans un incinérateur ou en enfouissement, ça ne va pas se passer grand chose. Et moi, je vais la envoyer dans une filière spécifique qui va permettre d'en dégager de l'énergie et je participe à l'économie circulaire, etc. Donc, vous pouvez donner du sens dans une stratégie et du coup, je vous vends que du jambon. Voilà. Donc, il peut y avoir un intérêt par rapport à ça. Et par rapport à l'usage, je vous rends un service. Vous n'avez pas besoin de la retirer, c'est directement prêt à l'emploi, etc. On peut aussi substituer un ingrédient, donc classiquement le sans huile de palme. Ce qui est intéressant aussi sans huile de palme, c'est que on a des industriels qui, en fait, quand vous utilisez la notion de sans quelque chose, en fait, vous utilisez une connotation négative et vous évoquez le problème. Et en fait, il y a des industriels qui ont trouvé des parades en disant « Ok, il y a un gros sujet sur l'huile de palme, et moi je vais dire avec l'huile de colza ».
Du coup, j'évoque pas le problème et en plus, je rassure sur l'huile qui a été mise à la place. Parce que sans huile du palme, tu fais, bah ouais, mais ils l'ont remplacé par quoi? Donc il y a une suspicion qui naît, on évoque un problème et on met une connotation négative. Donc en fait, le sang machin, le sang bidule, il y a une marque qui s'est créée sur les 500. On retire 5 sans gluten, sans sucre, sans machin, sans truc. À bout d'un moment, ça fait beaucoup de trucs négatifs tout ça. Hein. Ça fait pas forcément rêver. Donc ça, c'est une stratégie un petit peu facile. Ensuite, on peut aller dans des stratégies plus complexes qui poussent un petit peu plus loin les réflexions. Là, par exemple, c'est une entreprise qui a réfléchi sur le taux de viande. C'est-à-dire, on fait des produits carnés, on sait que l'enjeu, il est sur la viande. Ben, du coup, quelle est la part de viande que je vais mettre dans mon produit? J'ai rencontré un industriel qui faisait des plats de viande. Je lui ai fait, mais le taux de viande, comment vous avez déterminé quelle quantité de viande vous mettez dans votre produit? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ben, on est généreux. Je fais, ouais, mais vous êtes généreux à quel point? Est-ce que vous avez estimé à partir de quand le consommateur il voit une différence et quel est le taux de générosité sur lequel vous voulez comme essayez d'intellectualiser ça. Peut-être qu'il y a 3 grammes à gagner, 10 grammes, 1%, 2%, etc. Mais multiplié par des millions d'exemplaires, bah, ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Donc, on peut réfléchir à ce taux de viande et quand on se rend compte, quand on discute avec les industriels, eh ben, en fait, c'est pas forcément été intellectualisé et ils savent pas où est la limite, pas franchir pour garder ce sens dans le produit. Pourquoi moins de viande? On peut se poser la question. Est-ce que c'est un intérêt pour l'industriel parce que la viande ça coûte de l'argent? Est-ce que c'est un intérêt pour le consommateur parce que le consommateur serait enclin à manger de moins en moins de viande? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, en tout cas, parce que des produits de ce type-là et peut-être le suivant, parce que moi je vois les autres slides derrière, les produits végétaux, c'est le traiteur végétal, les produits frais, voilà, comme de ce type de produits, des burgers, des steaks, etc. Steaks végétaux qui n'ont plus le droit de s'appeler steak maintenant. Il y a une motion qui va passer à l'Assemblée là-dessus. Mais enfin, tous ces produits traiteurs végétales, même l'ultra frais végétal, que domine Sojasun par exemple depuis 20 ans, mais maintenant tous les industriels arrivent dessus. Ce type de produit en 2017 en France d'innovation, je ne parle que l'innovation, hein, c'est-à-dire les nouveaux produits arrivés sur le marché, a doublé par rapport à 2016. Il y a une offre considérable qui arrive. Toutes les marques distributeurs ont leurs produits veggie, marques de traiteurs végétales, etc. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien? Oui, il y a une attente, c'est clair. Mais quand on interroge les consommateurs, on s'aperçoit que les véganes, c'est moins de 1% de la population. Les végétariens, c'est 1,5, 1,7% de la population. Voilà, donc déjà, par rapport à ça, je pense qu'il faut se calmer. Et il y a effectivement une attente de consommation que les marketeurs qui aiment bien les mots compliqués appellent ça les flexitariens. Flexitariens qui ont une alimentation flexible, c'est-à-dire en gros, c'est ceux qui privilégient le végétal dans leur alimentation de plus en plus, sans renoncer à la viande. Et quand ils mangent de la viande, de la bonne viande. C'est moins souvent, mais meilleur. Donc on assiste à quoi aujourd'hui? À une montée en gamme du marché de la viande, des viandes maturées, des viandes de race, etc., que l'on voit arriver sur les différents marchés, et donc à des prix plus élevés, parce qu'il y a un bénéfice consommateur, et puis à une introduction du végétal, non pas forcément en substitut, c'est pas à la place de, mais c'est en complément, ça prend plus d'importance, c'est-à-dire que le végétal commence à rentrer dans le cœur de repas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des préparations à base de légumineuses par exemple, qui peuvent faire qu'on peut se passer d'une viande à côté ou d'une protéine carnée, protéine de poisson par exemple à côté, hein, et ça suffit. Et aujourd'hui, donc c'est une troisième voie qui justement permet au consommateur d'aller vers du végétal. Mais attention, on n'est pas vers un consommateur qui veut absolument devenir végétarien et encore pire vegan. Alors effectivement, c'est absolument pas de capter le marché des végétariens, c'est capter le marché des flexitariens qui va être une part de plus en plus dominante de la société. Et quand on constate autour de nous, ben, on est de plus en plus à vouloir manger moins de viande, mais pas se priver de viande. Et ça peut aller jusqu'à la substitution de la viande. Donc c'est vrai que McDonald's avait sorti un burger végétarien. Moi j'attendais que ça, quoi, d'aller. Je suis pas végétarien, hein, mais j'attendais que ça, que j'ai d'autres choix
que forcément le steak dans le truc. Ça peut aller, pourquoi pas, à laisser la peau. Finalement, je fais du bio, ça a du sens, il n'y a pas de produit, pourquoi je retire la peau à chaque fois et du coup, tout le gaspillage qu'il peut y avoir à retirer la peau. Donc, il y a des industriels, en fait, qui vous vendent la peau des légumes dans les produits. Donc, ça leur fait des coûts de déchets en moins et ça, en plus, ça leur fait plus de matière dans les produits qu'ils vendent derrière. Et en plus, comme c'est des marchés, c'est souvent des petites boîtes sur des marchés de niche, en fait, c'est des produits qui sont plus chers que la concurrence en général. Donc ils n'ont pas de déchets et en plus ils mettent tout le produit dedans. Et ça c'est des tendances qu'on pourrait avoir à faire. Et souvent il y a des tas de littérature qui disent qu'en plus dans la peau c'est là où il y a les meilleurs nutriments des légumes qu'on retire tous les industriels. Donc en fait on peut jouer là-dessus et donner du sens dans le produit, c'est-à-dire qu'il y a une logique environnementale, mais en fait il y a une logique santé et c'est aussi pour vous qu'on le fait, quoi. Si on veut vraiment retirer la peau, ben on peut utiliser la peau sur d'autres produits transformés et utiliser ça comme des coproduits. Donc, ben on voit fleurir des chips d'épluchures, de choses comme ça. On va pouvoir aussi jouer sur les textures dans le produit, c'est-à-dire que ben finalement, je vais utiliser la peau sous un autre process industriel qui va créer une autre texture que je vais pouvoir réintégrer dans le produit de façon différente et du coup de jouer sur le croquant, sur le mou, etc. Et ça peut être intéressant aussi en termes de réflexion. On peut aussi se poser la question sur les formes qu'on donne aux objets. Pourquoi on a une telle diversité de pâtes? D'où ça vient? Quel est le sens de ça? Et puis finalement, on se rend compte que si je veux vraiment optimiser un emballage pour vendre des pâtes, c'est ben en fait, il existe quelque chose où des pâtes, je vous les vends à plat et je les empile correctement sans vide entre les plaques de pâtes. Et du coup, ben, entre ça et entre ça, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à avoir pour pouvoir se dire peut-être qu'on pourrait empiler des pâtes, les mettre sous une certaine forme, mais il faudra encore comprendre pourquoi il y a ces formes dans les pâtes, pourquoi une telle diversité et jusqu'où je peux aller dans cette réflexion par rapport à ça. On peut aussi réfléchir à des enjeux de démultiplication des stratégies. Parfois, vous êtes sur un produit, vous avez plusieurs produits dans vos gammes, etc. Quand vous êtes un industriel, vous faites en général les mêmes typologies de produits, c'est pas si différent que ça. Par exemple, je suis allé voir une entreprise qui fait des salades traiteurs, ben, elle a des 400 recettes différentes, mais à un moment donné, c'est des salades traiteurs, quoi. Et du coup, bah, pouvoir vous réfléchir à se dire, ok, je vais réfléchir à des stratégies, je vais mettre beaucoup d'argent dans une ou deux stratégies, mais qui vont me permettre de démultiplier sur mes gammes derrière et donner une espèce de cohérence. Donc la charte LU Harmonie, bah, finalement, ça devient un label autodéclaratif où finalement c'est LU qui valide ses propres produits, qui respecte sa charte, qui s'est déterminée. Après, à vous de juger si la charte elle va suffisamment loin dans les réflexions, dans les démarches pour pouvoir dire c'est une bonne démarche, c'est une bonne réflexion. Et on voit en fait la progression de l'U sur l'ensemble de ces produits et ces gammes sur les logiques qu'il peut y avoir dans ces filières de blé, quoi. On peut aussi avoir des réflexions en s'associant avec ses concurrents sur des filières. Donc là, par exemple, vous avez une réflexion sur éco-conception dans la filière bière brassicole en Nord-Pas-de-Calais. Donc plusieurs industriels, petits, tout petits, moyens et gros brasseurs qui sont réunis dans un projet commun pour faire de l'analyse du cycle de vie avec des experts et pour voir où étaient les enjeux chez les petits, les moyens, les grands, est-ce qu'ils étaient différents et comment on pouvait réfléchir dessus et bouger des paramètres pour pouvoir voir où il y avait des gains possibles à obtenir, etc. Donc sur la filière bière, ben, ils se sont rendus compte que là, pour le coup, l'emballage était assez important, notamment un emballage en verre, et qu'il fallait jouer là-dessus et que finalement l'enjeu, la filière sur comment ça s'appelle, de récupérer les bouteilles de verre pour les remettre dans le circuit, etc. Bah, c'est ça, de consigne, voilà, ça pouvait être intéressant sur ce type de métier, quoi. Ensuite, on peut partir dans des innovations de rupture. On peut aller plus loin encore dans des réflexions d'éco-conception. Là, par exemple, j'ai une société qui fait du café et finalement, en fait, dans votre café, quand vous faites un café, vous avez tendance à surdoser le café. Vous avez tendance à toujours en mettre plus que pas assez. Quand vous réfléchissez à une cafetière, ça coûte 30 € dans le commerce
Et quand vous allez acheter une cafetière, vous allez réfléchir entre la cafetière à 35 euros, à 30 euros, etc. Et vous allez passer un temps fou là-dessus, à se dire quel design, etc. Alors qu'en fait, le coût global de faire du café, eh ben, c'est que vous allez mettre 1000 euros de café dans votre cafetière. Et qu'en fait, il vaudrait mieux avoir une cafetière qui me permet de bien doser mon café et de mettre 5 euros de plus ou 10 euros de plus que de chercher forcément la moins chère. Et il y a une société en fait qui fait des tablettes de lave-vaisselle qui s'est dit bah tiens j'ai la science de compresser des poudres pour que ça devienne un solide et ben je vais faire des petits grains de café comme ça qui vont permettre en fait de dire un grain de café égale 2 personnes. Le café pour 2 personnes. Donc suivant la quantité de personnes que j'ai à inviter, bah, je mets le nombre de grains qu'il faut et dès qu'il y a de l'eau qui tombe dedans, bah, ça s'ouvre là-dessus. Voilà. Ce produit a été lancé, L'Or de la Maison du Café on lancé ça il y a une dizaine d'années. Ce type de produit, c'était des petites dosettes de café compressé, mais ils ont misé à l'époque sur la praticité en disant que c'était plus pratique pour le consommateur de pouvoir doser pour 2, pour 4 personnes, pour 6 personnes à mettre dans le filtre, parce que c'était du café filtre. C'est un échec total. Parce qu'ils ont valorisé ça et le produit était vendu plus cher, soi-disant pour un bénéfice de praticité, alors que pour le consommateur, c'était pas plus pratique que mettre 2 doses ou 3 doses de café en poudre. Ça a été un échec total. Alors maintenant, sur l'aspect peut-être écologique ou peut-être effectivement de réduction à long terme d'économie qu'on peut faire sur le café, etc., ça peut avoir un intérêt. Mais encore une fois, tout l'intérêt par rapport à une nouvelle technologie ou quelque chose de nouveau, une rupture pour le consommateur, d'y associer le bon bénéfice. Exactement. Effectivement, c'est pas parce qu'on vous présente des produits que ça a forcément connu une réussite, etc. Il y a des logiques derrière, mais parfois ça a été mal vendu, ça a été mal expliqué, le bénéfice consommateur n'a pas été expliqué, etc. Et puis parfois, c'est une innovation, c'est génial, on marche dessus, et puis finalement, on l'a mal expliqué, et ça connaît un échec. Alors que la raison qu'il y a derrière d'un point de vue environnemental, elle peut être intéressante. On peut le dire, ça calme un petit peu, mais un produit sur 2 qui apparaît, c'est une statistique française, c'est nous qui la faisons, donc je peux vous garantir que c'est juste, on observe tous les lancements. Un produit sur 2 qui est lancé en France n'est plus en rayon au bout de 6 mois. Ça fait du mal. Hein. Quand on sait ce que ça coûte, vous savez bien ce que ça coûte un lancement de produit, c'est considérable. Du coup, là, j'ai récupéré une photo une photo de Retour vers le futur du film pour vous montrer qu'on imaginait déjà il y a très longtemps dans des films ce que pouvait être l'agroalimentaire dans le futur. Et vous voyez une petite pizza microscopique qu'on met dans une machine dont on sait la technologie qui fait grossir le produit. Vous imaginez ça en logistique, c'est terrible, hein, c'est sympa. Voilà, ça peut aller jusqu'à donc ce que je vous disais, hein, des approches de rupture. Pourquoi pas faire des omelettes sans casser des œufs? Pourquoi pas faire des steaks des burgers sans la moindre viande, tartiner du fromage sans lait, etc., etc. Donc on peut aller projeter et il y aura des concepts qui vont arriver, qui vont expliquer par A plus B que finalement l'éco-conception en agroalimentaire, c'est de se passer de tout ça, du sens qu'il y a avec la ferme, etc. Et il y aura de plus en plus de technologies qui vont arriver et c'est pour ça que je vous dis, il va falloir donner du sens dans les produits parce que ces produits-là, ils auront peut-être perdu le lien avec le sens qu'il y aura derrière, ils seront peut-être très efficaces, mais ils n'auront pas ce sens et on peut faire de l'éco-conception sans forcément aller dans ces stratégies. Si on va encore plus loin, en fait, on peut aller jusqu'à proposer un service de régime alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait, éco-concevoir un plat peut avoir des répercussions sur l'ensemble du régime qu'on a à côté alimentaire. Et finalement, si on a un plat qui ne répond pas à notre satiété, finalement, il est peut-être écologique, etc. Mais si derrière, j'ai des reports en allant grignoter d'autres produits, etc., finalement, les gains que j'ai obtenus sur mon produit, j'ai décalé sur d'autres produits derrière. Donc finalement, sur l'agroalimentaire, on pourrait réfléchir jusqu'au régime global là-dessus. Donc il y a des sociétés qui proposent des régimes. Alors on est plus dans le côté perte du poids,
mais peut-être que demain, on proposera des régimes avoir plus de sens avec les producteurs, on voit ça aussi arriver, avoir du sens et de la réduction d'impact sur l'environnement, essayer de manger en ayant moins d'impact, on vous délocalise, vous avez plus besoin de faire la cuisine, etc. On vous rend du service et on vous vend ça. Donc ça pourrait être ça. Et puis finalement, en fait, je vous ai parlé d'éco-conception, on a une approche sur l'écologie, mais sur l'agroalimentaire, on voit aussi des tendances assez fortes sur le social. Il y a des enjeux sociaux qui sont forts et on se rend compte que on pourrait réfléchir en termes d'éco-socio-conception et vous allez le voir dans la présentation, parfois ça déborde un peu sur les aspects sociaux ou donner du sens dans le produit. C'est aussi aller sur les parties prenantes, les enjeux des parties prenantes. On voit le commerce équitable, par exemple, qui est très connu, qui est une partie de ce que ça pourrait être, qui peut donner ce sens-là. Alors, ils le vendent pas toujours très bien, hein, notamment ce que vous avez expliqué tout à l'heure, pourquoi le commerce équitable vivote. Mais c'est des enjeux. C'est-à-dire que si vous allez sur, par exemple, le site internet de Biocoop, Biocoop se fait attaquer de toutes parts dans le bio. En fait, tous ceux qui vendent, ils sont ultra spécialistes du bio. En fait, s'ils restent sur ce créneau-là, ils sont morts. Dans 10 ans, ils n'existent plus. Donc, ils vont aller sur d'autres enjeux pour se démarquer. Donc, ils vont aller attaquer d'autres sujets. Biocoop va attaquer de plus en plus l'enjeu social en disant l'environnement, on l'a déjà fait, on est bio, alors qu'on pourrait faire encore plein d'autres choses en termes d'environnement. Il y a des tas de trucs à optimiser chez eux. Mais on va aller sur l'enjeu social pour aller se démarquer de ce qu'on faisait jusqu'à présent.